Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, j'ai un nouveau venu sur la vidéo, sur la chaîne, un ami de longue date, de quasiment 10 ans maintenant. Salut Edgy, merci d'être venu. Salut Hunter, merci. On a eu la chance de se croiser il y a quelques semaines au concert de Patrick Ronda avec tes petits loulous. Ok. On était tous venus se faire plaisir et puis voir un petit peu notre maestro français et on s'est dit c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, on n'a jamais fait de vidéo ensemble. Et là, c'était le moment, vous avez vu, il y a un petit Silver Jubilé qui est apparu là-haut, un vrai de 87 et plein de petites Les Paul. Et vu que Edgy, moi je t'ai toujours connu avec une Les Paul, je me suis dit, tu es l'homme de la situation. Addict. C'est ça. Comment t'es tombé sur les Les Paul? Est-ce que t'avais essayé d'autres types de guitares un peu avant ou... Oui, en fait j'ai eu une Music Man Petrucci tout au début. Ah ouais? C'est marrant, je t'aurais pas du tout imaginé avec ça. J'ai eu une N4 aussi. Ok, ouais, ça plus. Donc les influences déjà Nono. Déjà, ouais. Et puis en fait, c'est vraiment quand Slash a sorti les premières signatures, puis avec la Piezo. Ouais. Je suis tombé là-dessus et puis l'arrivée du Tribute aussi. Forcément, donc, ouais. Finalement, ça. Donc on n'a pas encore donné les différentes casquettes de Edgy, mais il alterne un peu entre compos. Donc t'as un groupe en ce moment qui tourne pas mal, et qui commence à vraiment bien bouger, qui s'appelle Black Hazard. D'ailleurs, je vous mettrai les liens pour que vous ayez un petit peu voir. Et à côté de ça, t'as Guns to Roses, c'est ça? C'est ça. Donc Guns to Roses, dans lequel je suis à la guitare rythmique et puis je suis remplaçant. Voilà. Okay. Ouais, en fait, c'est un groupe un peu particulier, donc anglophone, même complètement anglais, parce que c'est un peu le chanteur en fait qui est un peu le boss du truc, et il a des musiciens un peu partout en Europe, et selon les dates qu'il fait, il appelle son répertoire, il dit bon voilà, il y a telle date, tel jour, t'es dispo ou pas, j'imagine. Exactement. C'est ça. Donc c'est ça. Moi je les avais découverts déjà il y a plus de 10 ans dans une braderie de Lille. Ils avaient fait un concert de ouf. Ils étaient montés sur des camions. Ils avaient fait des shows de dingue. Là tu m'as dit que vous avez fait des dates avec plus de 20 000 personnes et tout. Ouais, c'était Ahoy, Rotterdam, ouais. Avec le Tribute Legend. Alors quel est l'état d'esprit quand tu ouvres le rideau et qu'il y a 20 000 personnes devant toi sur plusieurs étages? C'est vrai que c'est grisant hein, parce que on est conscient en fait de la chance qu'on a. Et puis déjà, ne serait-ce que c'est vrai que quand tu arrives déjà pour débarquer le matos, t'as des rodis, t'arrives, t'as des straps, etc. où tu poses ton matériel, ça arrive sur des plateaux roulants et derrière il y a trois, on va dire 3 sets tournants, des groupes d'avant, un peu comme si t'allais au Love-O-Matic, tu sais. Il y a aucune attente et il y a pas de line check. En fait, c'est ouais, là vraiment tout est orchestré, t'as des slots, etc. où tu sais que tu vas jouer de telle heure à telle heure et tout. C'est ça. Moi, je t'ai découvert il y a bien longtemps. Donc, on disait à peu près une dizaine d'années qu'on se connaît, je pense, que je sais ça. C'est ça, ouais. Et donc, t'avais le groupe qui s'appelait All Expander. D'ailleurs, si l'ami Jay, le chanteur de l'époque, nous regarde, on le salue. C'était déjà un groupe bien rock'n'roll. Toi, tes influences, tu parlais de Nuno tout à l'heure, de Slash. Oui, voilà, c'est vrai que j'aimais bien les riffs. Puis Slash, je suis tombé dedans en 91, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans son jeu, au point où tu te dis, ces guitares signature, c'est peut-être un truc sur lequel je vais me pencher? Déjà, en fait, moi déjà, j'avais l'impression qu'il jouait déjà avec le matos qu'il éditait. Et puis, finalement, on retrouvait aussi le grain quand j'ai essayé les premières guitares avec, c'était on va dire la Jubilee à l'époque. Ouais. Puis après, il y a eu la Slash aussi, mais on retrouvait le grain finalement. Donc, tu peux vraiment avoir le même son. On n'avait pas l'impression que c'était des matos de merde, ouais. Ouais, il mettait pas juste son nom sur un truc en disant non mais c'est bon. J'avais cette sensation-là, du coup après c'était. Je pense que c'est véridique pour le coup. Et c'était marrant justement, on se posait la question parce que vous aviez vu il y a maintenant quelques années, j'avais vu un Marshall Slash, le premier, donc le ASL 500 2555 quelque chose comme ça, et qui est censé être basé sur le vrai circuit du Jubilé de 87 d'époque. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai acheté celui-là. Je voulais savoir est-ce que c'était une légende ou pas. Et vous verrez. On va essayer pas mal de trucs. Edgy a ramené du matos. Il a ramené une superbe Slash Anaconda qui est magnifique en pleine top. On a 2 super Les Paul que je voulais absolument vous présenter. J'ai attendu qu'Edgy puisse être dispo pour pouvoir vous la montrer. Celle-ci, une Super 58. Bon, vous savez bien, les lumières du studio sont un peu particulières, donc je vous mettrai évidemment des inserts. Une super R8. Mais alors vraiment qui en a sous le coude. Et alors là on va pousser tous les potards à 11 parce qu'on va se faire une petite Les Paul custom de 89. Alors là on vient de l'essayer à l'instant. Je crois que j'ai encore les oreilles qui bourdonnent. Aussi grâce à Edgy parce que c'était la première fois qu'il essayait l'AMS.
T'avais encore jamais essayé la marque, hein, il me Non, semble. jamais. Donc ça a été l'occasion, et en plus, vous allez voir, on va apprendre des choses pour une fois, vous allez pas rester dans l'ignorance du tonton comme d'habitude. Il m'a montré un petit peu comment il faisait quand il appréhendait un nouvel ampli qu'il avait jamais testé, et je pense que ça pourrait vraiment tous nous être utile. Je sais que moi le premier, j'ai souvent du mal à régler du nouveau matos, voire même de l'ancien, parce que bon ça, les petits gros, les doigts boudinés, tout ça. Mais il m'a montré une manière vraiment de faire parler la vraie personnalité de l'ampli, et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être avec l'amour des cascades de gain, j'avais un peu perdu de vue cette idée de trouver un peu les couilles de ton ampli. Et là, tu m'as montré un truc, et j'espère qu'on pourrait le montrer tout à l'heure, ça a été vraiment chouette. Voilà. Donc je pense qu'on va papoter un peu, parce que bah merde, on est là, ce serait con de pas le faire. Bah oui. Après, on va pouvoir essayer donc la R8 et puis la Custom de 89. Et après, on découvrira peut-être aussi un petit peu le jubilé après avoir vu la MS, et on verra un petit peu ce qu'on a préféré et les impressions de chacun, si ça va pour toi. C'est parfait. Super. Bah, tu me dis que t'avais donc l'habitude des R8, etc. Oui. L'habitude des Les Paul. T'as eu énormément de Les Paul dans ta vie, non? Bah oui, j'en ai pas mal revendu aussi. Ouais. Donc j'ai revendu, alors ça c'est la plus grosse connerie de ma vie. En fait, j'avais la Jessica, mais celle d'époque. D'accord. Et j'ai fait la connerie de la revendre. Ouais. Donc le Sur gars. un coup de gaz. Et le gars, t'as encore contact avec lui ou pas? C'est un gars que tu non, connais? Ouais, mais il a revendu lui aussi. Donc ouais, ça c'était une chaîne de mauvaises décisions. Ça on connaît ça. Coucou à tous ceux qui ont fait des mauvaises Et décisions. en fait, tout ça, c'est pourquoi? Parce que j'avais en fait la tige du truss rod qui vibrait dans le manche. Ouais. Et puis j'étais allé voir un luthier, il m'a dit ouais, il faut injecter une résine, il faut passer. C'est carglass. J'ai eu peur, etc. Et puis finalement pour me dire que en fait elle avait été assemblée comme à l'époque. Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous avez mis le vieux système qui vibre, et puis tu sais, il y avait même un scie en plastique. Alors moi je comprenais pas, j'ai dit comment ça se fait que c'est pas Mais pourquoi ils ont fait ça? Et en fait parce qu'à l'époque cette époque-là elle était comme ça, la scie en plastique. Donc ouais, ils avaient voulu respecter. Donc vraiment, j'avais pas tout l'info, et finalement je l'ai revendu. Ah fuck. Mais on le disait tout à l'heure, il nous est arrivé de revendre du matos parce qu'on l'avait peut-être pas bien utilisé, ou on l'a revendu avant qu'on se rende compte vraiment de la personnalité du truc. Ouais, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure on va essayer de tweaker un petit peu pour voir ce qui est une des manières, et en tout cas moi ça va vraiment intéresser de la manière dont tu l'as fait, c'est cette approche d'essayer de tirer vraiment le meilleur de ton ampli, et d'essayer de trouver vraiment c'est quoi sa personnalité, et pas juste moi le premier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai un nouvel ampli, en fait je reproduis mon EQ que j'ai un peu dans ma tête et que j'ai l'habitude de mettre sur tous les amplis qui fonctionnent, et j'ajuste un tout petit peu. Donc en fait je leur laisse jamais leur chance, je copie quelque chose qui au fur et à mesure s'atténue de tête en tête. Moi, je me suis rendu compte, on fait une rencontre, c'est tout simple, mais que j'étais passé à côté de plein d'amplis à cause de ça, que j'ai revendu finalement, et que. En fait, tu sais même pas vraiment comment il sonnait pour du vrai, c'est quoi. Ça, ouais, moi, j'ai déjà eu cette, comme on disait, quand t'as une tête qui est peut-être un petit peu plus difficile à dompter, ou qui a peut-être un peu plus de paramètres, etc. Et tu dis, des fois, on cherche un peu le plug and play aussi, hein. Oui, c'est ça. Quand même, on veut faire du rock, et puis c'est tout, après tout. Mais, des fois, tu passes à côté de belles petites rencontres, quoi. Exactement. Là, tu me disais que du coup, t'avais intégré le projet Black Hazard. Tu peux nous en parler un peu? J'ai vu que vous avez sorti un clip. Il y a 1 an et demi à peu près, sur une annonce, tout bêtement. Après, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu long, mais et puis ça faisait bien 5 ans que j'avais pas fait intégrer un groupe de compo. Et puis ça me manquait vraiment parce que j'avais vraiment des choses à exprimer. Et puis en fait, ça a fait. Et du coup, si tu devais présenter le groupe un petit peu, le style et tout, tu peux Alors en fait, c'est du rock, hard rock, stoner en fait. Ouais, voilà. D'accord. Moi je trouve même qu'il y a des petites touches un peu southern quelque part. Ouais, ça fait on accorde en do dièse. Pour la plupart, il y a quand même des morceaux en mi bémol, mais la plupart des morceaux sont en do dièse. Donc tu sens déjà le truc un peu gros rock US avec un peu la banane. Mais moi, j'avais jamais joué en fait. Dans cet accordage-là. Voilà. Et alors, est-ce que ça a été une redécouverte ou juste une palette de plus? Et ben justement, en fait, ça a réouvert en fait, on va dire ma partie création en fait. D'écrire des riffs. Une nouvelle corde à ton arc, quoi. C'est ça, ouais. Et t'as retrouvé des passerelles, etc. Ou t'es vraiment dans un autre univers? Non, j'ai toujours des passerelles, oui, parce que j'ai toujours dans ma tête un peu, on va dire le côté un peu hardcore, hard rock, ouais, pardon. Et donc. Ouais, t'as retrouvé tes petits assez facilement. Oui, quoi. Oui. J'ai pas été perdu, et puis ils m'ont laissé aussi la liberté de pouvoir. Ça c'est chouette. De pouvoir poser ma patte aussi. Et du coup, j'ai vu que vous avez sorti un super clip il y a pas longtemps. On mettra, je pense que même je vais vous mettre un petit extrait, comme ça vous ferez une petite idée de. Hip hop
happened to me. My kingdom collapsed. Look like a disaster in my world. Ouais, donc ça c'est la première compo en fait que j'ai ramené au niveau riff. Ah donc en plus c'est un riff que ouais. Voilà. avec lequel tu as. Voilà comme ça. Puis après après on a une façon de composer où chacun amène sa patte bien sûr, mais ça part souvent d'un riff de guitare en fait. Et alors l'ambiance et tout parce que j'ai vu que la pièce c'était un truc avec plein d'anciennes bagnoles, anciennes motos ouais, et tout. Donc ça c'est Thibaut, c'est un copain en fait du bassiste Antoine et il a une maison incroyable. Ouais. Ah oui, donc c'est chez quelqu'un, c'est même pas une salle ni un garage. Ça, ouais. Moi je pensais que c'était un garage un peu old school vintage. Non, il fait des décos, genre il va récupérer, je sais pas, genre 100 raquettes de tennis, il va faire un lustre. Putain, oui, d'accord. Je retrouve tout le gars. Tu vois, il a une brasserie chez lui, un petit bar pour les potes. Ok. Il collectionne les vélos, je sais pas, tous les vélos un peu en tout genre. Genre t'as des vélos avec de selle inversée, des choses comme ça. T'avais déjà tourné des gros clips comme ça ou c'était un des premiers avec Cool Expander, on avait tourné un déjà à l'époque. Et puis c'était You Gonna Scream. Et puis mais là, vraiment à faire appel à quelqu'un, à pro, etc. Non. Alors on le voit, la qualité d'image, elle est vraiment là. Ouais. Donc ça c'est Chimera Prod. Et puis franchement super. Donc tu disais que t'étais tombé sur Slash, sur Nono, etc. Ça a été quoi tes claques qui t'ont dit il faut que j'apprenne à jouer de la guitare? Ben tu sais, en fait déjà, moi je suis la génération, par exemple, quand j'ai découvert Metallica, c'était avec une cassette d'un pote, tu sais, c'était Master of Puppets. Ouais. Et le premier titre, sa mère avait enregistré un morceau de Rod Stewart dessus, Something, tu vois. Et moi, j'étais persuadé que c'était Metallica. Ah putain, énorme. Et là, j'ai dit, putain, mais c'est qui chante? C'est le bassiste ou quoi? C'est quoi cette merde? C'est toujours la faute des bassistes. Donc ça a commencé comme ça. Et puis bon, après on écoutait. Et puis après, il y a eu le Black Album. Et là, j'ai dit, moi, je vais être sur scène. C'est ça que je vais faire. Et t'avais déjà des VHS et tout qui circulaient à l'époque. T'avais vu à quoi il ressemblait ou t'avais juste entendu? On avait des VHS, mais il y avait... Magazine peut-être déjà aussi? Magazine, Rock Magazine, il y avait les VHS. Je me rappelle, le copain, il avait acheté, tu sais, le Metallica, tu sais, le saut à glace, où il y avait 3 clips dedans, etc. Enfin, des trucs comme ça. Je crois que c'était... on se les matait en boucle. Ouais. Tu vois, c'était... Donc, premier amour, Metallica. Finalement, oui. J'avais quand même un beau-père qui écoutait Led Zepp, Deep Purple, etc. Ouais, donc tu baignais déjà dans le rock classique plutôt rock. Déjà, j'avais cette oreille d'avoir envie d'écouter ça, quoi. Et de jouer ça aussi maintenant. Mais oui, c'est Metallica vraiment qui m'a dit waouh. Je veux passer sur scène, quoi. C'est ça. Puis finalement, après, je suis vite passé à autre chose parce que j'ai découvert qu'il y avait aussi plein d'autres choses bien, en fait. Puis après, il y avait la guerre, tu sais, entre les Guns et Metallica, tu sais. Ouais, le côté plutôt glam et le côté plutôt metal, etc. Au collège, il y avait Team Metallica et il y avait Team Guns, quoi. Alors, t'avais rejoint quelle équipe? Moi, j'avais le cul entre deux chaises, quoi. Au départ, j'étais Metallica, mais après, j'ai fait des infidélités, quoi. C'est ça. Bah là, de toute façon, la transition est toute trouvée. Ouais, aujourd'hui, on va avoir mis toutes les Les Paul en mi bémol, évidemment, parce que qui dit Slash, qui dit évidemment cet accordage un peu mythique. Toi, au niveau des amplis, est-ce que ta config de rêve, est-ce que je sais que t'as essayé quand même pas mal de marques, pas mal de choses. Il y a des trucs qui t'ont vraiment marqué, du matos, comme tu dis, bah là, tu regrettais d'avoir vendu ta Jessica, etc. Et t'as des marques mythiques comme ça? Après, moi, j'ai beaucoup joué sur Frayette, qui est enchaînement VHT à l'époque, où j'ai un combo. À chaque fois que j'avais mis tu sais, à retuber, etc. Le gars me dit, mais c'est le meilleur ampli que j'ai essayé. Donc c'est un 30 watts, c'est un super sorti, donc il doit être de 2004, je crois. Et j'en ai 2. Voilà. Donc ça, je les garde, je les revendrai jamais. Parce que ça sonne vraiment.
Donc c'était ancienne marque VHT, hein, qui Ouais. avait été revendue aux Chinois, etc. Bon, il y a eu tout un truc là-dessus. Et puis après, j'ai essayé pas mal d'amplis. J'ai cherché un peu. Alors, je suis parti sur Marshall. Alors, des jubilés, j'en ai eu une, je l'ai revendue. Après, j'ai eu une CSA de 25-55, je l'ai revendue aussi. Après, j'ai eu le 20 watts, je l'ai revendue. À chaque fois, je me dis waouh. Puis c'est vrai que Il y a la période lune de miel et à partir d'un ça. moment tu te lasses. Quoi. alors c'est pas lassé, c'est qu'il y a un truc qui me gonfle sur cet ampli, c'est tu sais, le côté des push-pull. Où en fait quand t'arrives sur scène et puis d'un seul coup, mais tu dis ouais, baisse-toi, t'es trop fort machin, tu veux baisser et puis comme il y a 2 push-pull avec 2 réglages, tu fais une merde et t'as plus le même son. Et Ouais. Tu Et changes du tout coup, d'un coup. Ouais. ça m'a un peu gonflé. Et puis le 20 watts, c'est plus le côté, j'avais pas assez de patates pour passer en lead. Sinon, je trouvais que ça allait très bien. Donc tu étais obligé de rajouter Ouais. des pédales, etc. Bah, même pour avec les compenser. pédales, de toute façon, en tous cas, le volume, après, tu peux plus aller au-dessus. Ouais, Quoi. après ça devient strident, etc. Ouais, c'est ça. Puis très compressé déjà, donc du coup, finalement, après, tu perds plus le mix, quoi. Donc pour l'instant, ta config préférée, c'est une Les Paul et un Frayette. Alors, ensuite, j'ai découvert une autre marque en allant chez Francis, c'est MLC. Ouais. Donc, D'ailleurs, c'est pareil. Hein. Francis, si jamais il passe par là, on le salue. C'était pour situer un petit peu la chose. Il avait un peu une caverne d'Alibaba très obscure dans la région de Cambrai. Et en fait, il allait toujours dénicher des marques pas possibles Voilà. dont personne n'avait jamais entendu parler. Et il est distribué dans son petit magasin. Et à chaque fois qu'il faisait, il disait attends, viens, il faut que je te Oui. fasse écouter quelque chose, il faut que je te fasse essayer quelque chose. Alors là, tu savais que t'étais foutu. Souvent, t'essayais, tu faisais je veux ça. c'est ça. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit, en gros, j'ai reçu une tête, là, c'est une signature Philex. Chez Philex, il est pas chez Friedman, et tu fais, apparemment. C'est une signature non officielle. Voilà, ouais, alors du coup, puis après, tu sais comment sont les Américains, c'est que je pense que tu sais, il a dû rencontrer un salon, il a dû lui dire, ouais, je vais te faire une tête, il m'a dit, oh, ok, what's gonna do? Et puis en fait, sur le gars, en gros, le gars lui a dit, ok, puis quand tu arrives avec la tête, il a dû faire merde, tu Ah, vois, mais j'en ai une tête. pas. En fait, je peux pas, j'ai un contrat, frère. Donc du coup, il y a eu 10 exemplaires, et puis en fait, je me rappelle toujours, en fait, je suis arrivé, je sais pas, tiens, là, en power chord comme ça, puis je fais, waouh! Les cheveux, ils font. Mais c'est ça. C'est la scène dans Le Retour vers le futur. c'est ça. Et en fait, je suis reparti avec. Voilà. C'est ça. Ouais. Et Le coup de cœur. j'ai bien mis cette tête parce que ça fait un peu un plexi mais jouable. Et il y a des beaux médiums. Ouais. C'est Moi, pas, j'aime bien les médiums dans la guitare et il y a des beaux médiums. Voilà. Et Ouais. du coup, c'est ce qui m'a plu. Et tu me disais un truc intéressant qui est aussi une réflexion qu'on n'a pas forcément l'habitude de se faire, et c'est là aussi où tu vois la différence entre le tonton qui joue principalement dans sa chambre tout seul et du coup il a besoin de mettre pas mal de basses, etc. Mais vu que tu as plus l'habitude de jouer en groupe, tu disais bah, en fait la place de la guitare, surtout dans un contexte de groupe, bah t'as pas besoin d'autant de basses, t'es obligé d'un peu baisser si tu veux pouvoir à chacun respecter sa place et avoir percé ton mix et tout quoi. Bah déjà, la guitare, c'est un instrument mélodique, déjà, comme le chant. Donc déjà, dans un contexte live, c'est vrai que t'as basse batterie, et puis après, bah, t'as le chant et la guitare, en fait, en gros. Et c'est vrai que moi, des fois, je me bats un peu avec les gestions, parce que moi, j'ai envie que la guitare elle ait une place, mais je veux pas qu'elle forcément soit plus fort ou moins fort, c'est pas ça. C'est que en gros, le spectre peut être assez large, et en fait, je préfère la guitare surmixée que sous-mixée, Bah oui, forcément. tu vois. Bah surtout Même- encore une fois, on est dans le hard, Voilà, dans tu le vois, hard rock, la exactement. guitare est quand même assez Et centrale. souvent, les morceaux viennent d'un riff, tu vois. Tu sais, si tu fais Smoke on the Water et que la guitare, tu l'entends pas, On t'a perdu un peu l'intérêt du truc. quoi. ben, complètement, tu vois. Et ça, c'est, parce que souvent, des fois, ils essaient un peu d'égaliser mettre tout le monde au même. Ouais, de sur la même lisser un peu, égalité, ouais. mais finalement, quand tu fais du rock, il faut que la guitare, elle envoie, quoi. Ouais. C'est là où tu vois les ingé sons qui ont l'habitude de mixer du rock ou du métal et un Exactement. peu plus générique Ouais, c'est ça. qui ont un peu moins l'habitude des musiques qui pulsent un peu quoi. C'est ça. Et puis, après, c'est une histoire de spectre, hein. C'est pas forcément toujours du volume, mais, donc voilà. Donc moi, sur scène, c'est pour ça que, je joue sans retour. Ok. Parce que j'ai tellement de problèmes avec des retours, avec des sons ou on va dire, tu sais, des sons approximatifs ou, donc je me suis habitué à jouer sans retour. Donc tu joues avec uniquement le son plateau. Son plateau de mon ampli, donc il faut que mon ampli s'occupe. Donc c'est pour ça que je suis passé sur un stem hier. Ouais. Pour en fait pouvoir moi gérer mon son sur scène et lui peut gérer le son en façade. Ok. Donc en repiquant. Donc j'entends un peu la batterie, un peu le chant, la basse parce que la basse ça perce. Et puis je joue comme ça et en fait à chaque fois alors les retours non c'est bon. Ah bon? T'es le seul à pas demander à changer les retours. quoi. Donc moi c'est 0 retour. Mais ça joue sûrement parce que bon, vous allez le voir. Alors on va faire des prises de son directement. Donc d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, pour la partie AMS, on a mis donc directement l'XLR qui sort de la tête avec l'IR correspondant à notre vrai câble, hein, donc du Creamback, un petit 1.12 Creamback parce que moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez flatteur et en même temps ça a des balls un peu sales comme ça, comme on aime. Et puis on a mis un petit SM57 quand même parce que histoire de mixer que vous avez vraiment un son réaliste de café. Alors
attention, je pense qu'on n'a jamais joué aussi fort dans le studio. Eddie m'a dit, on pourrait monter un petit peu, mais pareil, la notion de un petit peu, c'est pas une notion d'ingé son, c'est. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'après le rock, c'est associé aussi au volume, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas, enfin, tu vas dans un endroit où il y a, on va dire, tu sais, un sonomètre, etc., machin, bon, voilà, t'as pas le choix, mais du coup, ça tue un peu le côté un peu rock'n'roll. Alors, je dis pas qu'il faut non plus jouer à burne et péter les oreilles, c'est pas ça non plus, parce que quand tu joues avec les Anglais, notamment, on a fait une tournée en Grèce l'année dernière, et j'ai jamais joué aussi fort de ma vie. C'est-à-dire que personne n'a demandé à personne de baisser, quoi. Et ça jouait de plus en plus fort, et c'était juste, et les gens étaient dans les enceintes, ils bougeaient, je me dis mais comment ils font, c'est pas possible. Mais moi, ça m'avait dérangé, quoi. Ah, ici, c'est plus possible du tout. Ah non, c'est plus possible. Ouais. De toute façon, maintenant, comme tu dis, hein, le moindre bar, il a un sonomètre et même souvent, quand tu joues trop fort, ça coupe directement. Donc c'est non négociable. Quoi. Donc c'est ça. Bon, on va commencer. Après, une sonomètre, il y a des techniques pour le. Ouais. Les petites techniques de filou. Alors ça, c'est pas rien. Vous voyez vite si vous êtes dans un bar qui est plutôt cool ou si les gars ils sont vraiment. Alors après, des fois, c'est vrai que maintenant avec les réglementations et les voisins relous. Ils ont pas toujours le choix. Mais bon, il y en a, pareil, ils connaissent un peu les techniques, ils font, t'inquiète, c'est bon, ça, je m'en occupe. Bon, on va commencer par un petit test parce que là, ça fait une petite quinzaine de minutes, voire 20 minutes qu'on parle. Vous mettre un petit peu de son dans les oreilles. Alors, j'ai sorti cette petite R8. C'est une R8 de 2019. Ce qui est assez intéressant avec ce modèle-là, c'est que c'est vraiment la transition des R8 où ils ont vraiment voulu partir dans un délire vraiment très fidèle à ce qui se faisait à l'époque. Donc, ils ont remis des custom buckers en Alnico 3. Alors là, t'as vraiment un son très vintage. Celle-ci est typée plus bluesy, vous verrez. Là, c'est vraiment plus le côté rock, mais rock blues. Et quand on va passer sur la custom, là, c'est rock, très rock, très très rock. C'est la même notion de un petit peu de tout à l'heure. T'en veux combien? Oui. Donc là, on va se mettre sur la MS. Apparemment, Eddie est tombé amoureux du canal 2. Donc ça va vous changer un peu parce que c'est vrai que moi, je vous gonfle les oreilles avec le canal 3 dégueulant de gain. Là, il a vraiment beaucoup plus ouvert l'ampli. A priori, vous devriez sentir un résultat beaucoup plus dynamique et plus vivant. Mais je sais pas, après, ça, c'est juste mon ressenti. À l'appréciation. Mais après, c'est vrai que c'est comme ça qu'on ressent un peu les choses. C'est vrai qu'on a toujours un son dans l'oreille, finalement. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est la quête du guitariste, hein. C'est un petit peu d'arriver à reproduire le son rock'n'roll qu'il a dans sa tête, dans la vraie vie, et d'arriver à le transmettre. Ça, c'est... C'est le côté où tu sais, où des fois tu peux changer d'ampli, tu vas toujours le même son, plus ou moins. Mais bon, il y a quand même des différences, quand même. C'est quand je pense quand t'as un ampli un peu d'exception comme ça, bon, voilà. T'as quand même du coup là, ça joue. Mais le Graal, mais regarde, tout à l'heure on a fait une prise de son sur Reaper, donc encore une fois il y aura pas de traitement comme d'habitude, on veut que vous ayez vraiment la vraie expérience. Quand on a fait un test pour voir les niveaux, parce qu'il a fallu baisser légèrement les préamplis, et ben la première chose qu'il m'a dit c'est je reconnais mon son. Alors c'est la première fois que je joue sur le matos et tout, c'est révélateur, c'est super révélateur. Écoute. Donc je vais lancer ça, et puis tu vas nous faire écouter un petit peu ce canal 2, donc le canal Crunch, avec qui j'espère que vous avez mis un slip à votre télé, à votre téléphone et tout, parce que là ça va transpirer un petit peu. Pareil, quand j'ai commencé à jouer de la gratte, on accordait la gratte avec le La 440 du téléphone. Ah oui, avec la tonalité, oui. Le fameux La 440 de la tonalité pour s'y mettre. On n'avait pas de rond pour s'acheter... Et on savait même pas où acheter un accordeur. Et puis après tout le monde a eu le fameux Korg comme ça qui ressemblait qui faisait plein de lumière de science-fiction. Ouais. Mais tu sais que la dernière fois sur le bon coin j'ai essayé d'en trouver un, tu sais, pour me mettre dans la nostalgie de l'époque, pour montrer aux gamins, tu sais, mes gamins genre regardez ce qu'on avait. Tu sais, le vieux con. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Bon écoute, on va pouvoir passer. Là, je vais mis le deuxième canal. Alors, pour vous donner un petit peu les contrôles, on est sur un gain qui est à peine à un tiers. Alors, vous n'avez pas l'habitude de ça sur la chaîne, mais vous allez voir, ça a son intérêt. Des basses un petit peu moins que la moitié, un peu plus de middle et une lichette de plus de treble. Et puis, on va partir là-dessus. Voir si on va peut-être pouvoir régler le noise gate. Je sais pas trop comment c'est. Ça va. On va donc, il y a le noise. Okay.
j'ai plus d'oreilles. Ouais, là, on a fait pousser les watts, là, comme il faut. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est sur une Les Paul, c'est ça, c'est quand tu... T'as vraiment Tu vois, il y a, le je sais pas, sustain, t'as l'impression vraiment, qu'elle vit, quoi. l'impression d'avoir un morceau de bois, tu sais, enfin, qui vit, ouais. Ah, c'est même plus du bois, là. Ouais, c'est- Tu sens il veut sortir. C'est ça, exactement, ouais. Bon, t'es pas très dépaysé, comme on l'a dit. D'habitude, il joue principalement sur une Anaconda de Slash, donc Oui. déjà typé. En fait, c'est une 58 un peu déguisée. Du coup, c'est vraiment le genre de manche que t'aimes bien, un peu beefy comme ça. Ouais, j'aime bien les manches assez épais. Voilà, j'ai besoin de, enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de fait d'attaque, je sais pas. Ouais. Bah, t'as peut-être aussi une meilleure prise, tu vois, quelque Aussi, part. ouais, mais même dans le son, j'ai l'impression que moi j'ai plusieurs Les Paul et j'en ai une en 58 comme ça et je trouve qu'elles sont mieux que les autres. Ouais, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. Ouais, Après, exactement. ce que j'aime bien est que, bah, du coup, c'est une R8, Ouais. hein, comme je vous l'ai dit, de 2019. Ils ont reproduit l'esprit 58, mais c'est quand même pas la grosse bûche batte de baseball où vous savez juste rien faire avec, quoi. Moi qui ai des petites mains, c'est souvent mon problème avec justement les Paul à l'ancienne. Là, j'ai vraiment pas du tout le souci. Je trouve que l'arrondi est vraiment tombe pile dans la main. C'est vraiment pas problématique, quoi. Qu'est-ce que tu penses des custom buckers? T'as vu, même sur Ben un ouais, registre, franchement, alors je sais que c'est de l'Anico 3, que c'est très ouvert, et c'est vrai que je ressens un peu vraiment le côté organique, en fait. Ouais. Tu sais, quand tu... Bah, après, je trouve que sur les Alnico 3, par contre, les combinaisons de bois sont pas toujours très flatteuses. Je trouve qu'il faut vraiment essayer. J'ai déjà eu des Les Paul avec exactement le même micro et Ok. qui avait pas du tout, qui avait un caractère beaucoup plus doux, mais genre un peu dans l'excès, où c'était même difficile d'aller chercher de l'harmonique artificielle, etc. Ouais, ouais. Là, si tu mets vraiment ce qu'il faut derrière, et t'as pas besoin d'aller chercher l'artillerie lourde non plus, t'as vraiment ce sentiment, comme tu dis, très dynamique, très ouvert. Et même à vide, elle sonne. Ouais, et puis bah le plaisir des R8 par rapport aux autres vintage, c'est que, enfin surtout là à partir de cette année-là, etc. Non seulement t'as les finitions qui sont assez cool, mais surtout 3,5 kg quoi. Et ça fait plaisir pour une Les Paul, c'est pas toujours le cas quoi. Bah ouais. Hop, je me permets. Vas-y. Hop là. Hop, on va faire un petit test maintenant avec donc le noise gate de l'ampli, donc le silencer, celui qui est vraiment fait maison par AMS. On l'a baissé un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de sustain. Quand vous jouez beaucoup au potard, c'est vrai qu'il faut généralement un peu baisser. Ouais, c'est par exemple, c'est vrai que la progression, rien que du jeu au potard, Ouais. de la montée, quand tu vas vraiment Ouais. Il se passe un truc. ouais, t'as vraiment le bénéfice de la dynamique, et moi ça me bluffe toujours autant. Là on a quand même laissé un tout petit peu de noise gate, on l'a pas baissé à fond, et il bouffe aucune fréquence quoi.
Ouais. Elle a ce côté presque un peu acoustique comme ça, où t'as pas le côté trop tout métallique de des fois quand tu joues un peu à vide avec Non, pas du une tout. LP. Moi, je ressens le côté où justement, j'ai même pas besoin de passer en clean finalement. Ouais, Avec ce genre de micro en fait. je suis assez d'accord. Si toi qui as l'habitude de jouer au potard, ça Ouais, le c'est fait ça. complètement. Ce qui est marrant, c'est que ça fait partie des grades qui, à l'époque, étaient dans les premiers changements de vernis niveau manche. Donc tu vois, le binding blanc est un peu couleur fraise tagada, avec le côté un peu rouge qui a bavé. Ça lui donnait un petit charme, je trouve. Et c'est vrai que le Ice Tea Burst, qui est assez joli finalement, Oui. il est ni vraiment cherry, ni vraiment Ice Tea, ni bourbon. Il est un petit peu mélangé les trois. C'est difficile à... Bien. palette, quoi. Tu vois, finalement, t'es même pas à son crunch en fait. Et encore là, t'es en micro neck, quoi. En micro bridge. D'où l'intérêt, mais tu peux même avoir un monocanal en fait, c'est suffisant. Bah oui. Et encore là, t'es pas allé sur le micro neck où là t'aurais le côté velouté un petit peu de ce côté très, Oui, très mais c'est bluesy, ça. bassy un petit Bon, ouais, on reconnaît la Les Paul. peu. Ouais, c'est-à-dire. L'identité. Presque tu sais, un peu la sonorité à Jimmy Page, un peu. Ouais, Ouais, comme celle-ci, ça, ouais. vraiment, Ouais. encore une fois, je pense que c'est dû vraiment aux Anico 3. Oui. Tu vas voir, par contre, le côté, sur la custom, t'as beaucoup moins ce côté rock classique. Oui, oui, T'es tout ouais. de suite un peu plus dans l'agression, quoi. Parce que là, t'es en mode, tu sais, un peu. Et là-dessus, tu pourrais jouer Heartbreaker et tout, ça passerait parce que Exactement. t'as vraiment le côté, Oui. juste le crunch qui va bien, mais qui dépasse pas. Bah, Avec la custom, tu vas voir que on va passer dessus justement maintenant et tu vas voir que la personnalité elle doit venir du Texas, elle est bigger than everything, quoi. Alors là, on est passé sur un autre petit bébé. Je peux vous dire que celle-ci, elle a fait craquer mon petit cœur de tonton parce que elle est de mon année de naissance. C'est une Les Paul Custom de 89. Waouh. Et en plus, une de mes teintes préférées. Alors, je suis très fan du Dirty Lemon aussi, mais là, un Tobacco Burst vraiment très cool. Et le binding, il a jauni juste vraiment juste ce qu'il faut. T'as l'impression qu'on a quand même fumé pas mal de clubs au-dessus, mais je trouve que ça donne vraiment un petit côté vraiment d'époque. Je trouve que le reliquage, ça c'est un truc vraiment difficile à avoir sur des plus récentes, hein, quand même. Quand c'est imité, Oui, on le il y a voit quand même ici, toujours hein. un petit truc, ouais, ça a Oui, pas ici, jauni de la même façon un peu partout, tu vois. Le binding un peu plus ici sur ce côté, vraiment très jaune. Et elle est en excellent état, ce qui devient assez rare un petit peu pour ces années-là, parce que souvent c'est des guitares qui ont tourné beaucoup et qui ont été un peu malmenées. Et le fameux diamant sur la tête qui a fait rêver tant d'adolescents, dont moi. Et même à vide, hein, t'as vu Ouais, mais carrément. Alors attention, là on a pris 1 kg par rapport à celle d'avant, hein, la 58, donc elle était à 3,5 kg. Là on est plutôt à 4,5 kg, ce qui est typique des customs des années 70-80. Et encore, plus vous avancez vers les 70 et plus généralement c'est encore plus. On se rappelle de l'artisan qui était à 4,5 kg, 4,6 kg. J'ai lu qu'il y en avait qui allaient qui flirtaient avec les 5 kg, 5 kg 2. Donc vous imaginez un petit peu. Là on est à 4,5 kg, ça reste encore raisonnable, même si à mon avis après 2 heures, 2 heures et demie de concert, je pense que tu t'es bien fait les trapèzes quand même. Tu vas voir, celle-ci, c'est agression sur vente. C'est je veux faire du rock'n'roll. Je suis pas sûr qu'elle serait adaptée à tous les styles pour le coup. Je pense qu'elle doit être un poil moins polyvalente que l'autre quand même. Allez, passons directement au son parce que finalement oui, c'est ça qu'on veut. Donc on est sur le même canal. Ouais, même canal, même réglage, même Enfin, un peu pareil.
Celle-là, c'est slash sur 20. T'as le côté des aigus qui sont là, mais juste à la limite. Ils ont le pied juste derrière la ligne de ça va être trop chiant. Oui, c'est ça. Mais c'est... Je vois Mort jouer à You Could Be Mine sur celle-là. T'as l'impression qu'elle a le côté, tu sais, vraiment un peu dangereuse de la chanson. Oui. Je sais plus comment elle fait, mais même l'intro, tu sens qu'elle est... Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est... Ah, celle-là, elle est vénère. Celle-ci, elle est venue pour en découdre. Ouais. Tu vois, autant la 58, elle fait penser un peu à Mark Knopfler avec son petit pull au vert tranquillou. Et celle-là, c'est Slash avec son perfecto et sa clope au bec, tu vois. C'est ça. Ouais. Elle s'en va. Je sais pas quoi dire. Ouais, celle-là, elle tartine. Tu vois, genre, t'arrives chez Francis, tu fais bon, ben... Ouais, je pense que là c'est assez dangereux. Bon, bah, du coup, je suis obligé de faire mon marchand de tapis du dimanche. Je suis obligé de vous dire que les deux Les Paul présentes aujourd'hui sont à vendre, mes bons amis. Alors, n'hésitez pas à envoyer des pigeons voyageurs. Tu vois, ouais, c'est vraiment le... Et là, t'as les trucs en mode Ted Nugent, un peu, tu vois. Ouais. Elle a le côté un peu mordant. Ville, là, ouais, c'est ça. Ah, tu sais ce que je propose pour qu'on finisse là-dessus? C'est que t'ailles nous chercher ton Anaconda et tu nous fais un petit riff de Black Hazard du dernier clip pour pouvoir un petit peu finir l'interview. Et en fait, on vous a teasé et vous allez être obligé de rester parce que le test du Silver Jubilee arrivera dans l'épisode 2 parce que vous avez vu qu'on avait causé, vous en avez eu pour votre argent parce qu'on a quand même pas mal joué et donc on va se marrer avec ça. Alors on va se laisser avec, on va commencer à tout doucement prendre nos dernières marques et vous faire un petit coucou pour dire au revoir. Déjà Edgy, merci beaucoup d'être venu. Merci en tout cas pour l'accueil. Puis, ça fait bizarre de passer derrière. Oui, c'est ce qu'il disait quand il est rentré dans la pièce, il a dit ça fait bizarre d'être dans le décor. Donc ça Stéphane, encore merci à toi d'ailleurs de regarder les vidéos, ça fait plaisir. Puis pour tes bons retours, franchement comme je vous l'ai dit, des fois il y a des côtés, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on a des haters et tout, d'avoir un petit mot des copains, ça fait toujours plaisir. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire un épisode 2 où on va tester le Silver Jubilee. Je pense que vu le légendaire rempli, il mérite bien sa propre vidéo. Et puis là, on a passé un bon petit moment. On va finir avec le riff donc, du dernier clip de Black Hazard.
Hello les loulous, c'est Tonton Hunter, du futur, du passé, on ne sait plus vraiment. Je voulais juste vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. C'est l'occasion pour ceux qui le sont pas encore de s'abonner. Je voulais vraiment remercier Eddie qui est venu passer toute une journée à la maison, essayer d'en ampli, ramener du matos et tout. On a passé un super moment entre potes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé du temps ensemble, donc ça fait vraiment trop plaisir. C'était sa première vidéo, donc il était un petit peu timide au début, mais je trouve qu'il s'en est sorti vraiment comme un chef, donc ça c'est trop cool. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Comme vous l'avez vu, on fera un épisode 2 d'ici quelques semaines qu'on a déjà tourné avec l'essai de ce merveilleux Silver Jubilé de 87. Vraiment une petite merveille de rock'n'roll. Hein. On va voir s'il est à la hauteur de sa légende. On va continuer à tester les spoils, etc. J'ai publié quelques stories. Si vous me suivez pas sur Instagram, allez checker Hunter Ravnica. Vous verrez, je poste toujours des petites, un petit behind the scene comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe dans le décor et tout. Puis vous avez quelques previews. Ça vous donne une idée des futurs vidéos, puis en primeur vous avez les petits bébés que je reçois à la maison. D'ailleurs vous allez voir, hein, la custom de 89, normalement je la livre déjà demain à son nouveau papa, rien qu'avec les petites vidéos, les petites stories que j'ai pu tourner, bah ça a déjà appâté un petit peu certains d'entre vous. La R8 est toujours là pour le moment, alors dépêchez-vous, je reçois quand même déjà pas mal de messages. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Regardez-moi ce t-shirt d'un kitsch incroyable. Ça c'est toujours une marque de qualité fantastique. Donc voilà, encore merci à Eddie, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que les réglages qu'a fait Eddie sur l'alpha sont vraiment trop chouettes. J'ai l'impression qu'on a vraiment un son bien défini pour une fois et qui ressemble vraiment au son dans la pièce. Donc vous voyez peut-être que l'habitude du tonton de tartiner de gain telle une immense crêpe de Nutella, c'est pas toujours une bonne idée. Là je vois que les réglages d'Eddie en post-prod, voilà, j'ai rajouté aucune écu que dalle, vous avez vraiment le son qui sort de la tête de l'alpha qui est juste ici, qu'on commence vraiment à plus pouvoir, on peut plus en passer de ce petit AMS alpha et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à tous, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter et Eddie, on se voit pour un épisode 2 d'ici 1 ou 2 semaines. Ciao.